On est en 2007 et j'ai déjà cette passion pour la tech. En 2007, on me confie de travailler sur la stratégie de début des réseaux sociaux chez Orange. Donc j'ai créé la première page Facebook du groupe Orange. Et quelques années plus tard, on m'a confié la stratégie d'arrivée de Netflix sur le marché français. Je tire le fil conducteur, mais très vite l'intelligence artificielle est arrivée en support du métaverse, de la réalité virtuelle. Et j'ai commencé à être identifiée comme une personne qui savait parler de façon pédagogique des enjeux d'intelligence artificielle. Bonjour Morgane. Bonjour Laura. Parle-moi philo, un podcast qui réveille l'esprit. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle parce qu'évidemment, l'esprit est mis à l'épreuve, au défi. Et donc, je t'accueille Morgane, c'est une vraie joie. Tu es, comment on pourrait dire, experte en intelligence artificielle. Bien que j'aime pas trop ce mot, je pense qu'il n'y a que des apprentis, mais on y reviendra. Absolument. Comment tu te définirais, présenterais ? Alors, je dirais pas experte, effectivement, parce qu'à mon avis, qui est expert aujourd'hui ment. Chaque jour, il y a une nouveauté sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Je dirais une passionnée, en fait. Passionnée, c'est pas mal, ça me parle. Je dirais une passionnée, exactement. Okay. Donc, écoute, moi, je définis souvent mon parcours de vie et tout ce que je construis dans la vie qui est le fil conducteur autour de deux gros traits de personnalité, on va dire. La passion pour les rencontres, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce qu'on a fait. Clairement. C'est comme ça qu'en fait, on s'est rencontrés. À un moment de notre vie, on s'est rencontrés, et puis on a échangé, on a été stimulés toutes les deux intellectuellement. Donc vraiment, cette passion pour les rencontres, écouter les gens, raconter leur parcours de vie, je pense que c'est ce qui stimule la créativité, et on va y venir à l'ère de l'intelligence artificielle. Et le deuxième gros cœur de ce qui je suis, de ce que j'aime dans la vie, c'est cette passion que j'ai pour l'innovation et les gens qui innovent. Et donc, quand tu me demandes si je suis experte en intelligence artificielle, je dirais non. Je dirais je suis surtout extrêmement curieuse et j'adore ce moment de vie qu'on est en train de vivre. Ouais, cette ébullition, tout ce qui... Par contre, tu m'as pas dit que tu étais passionnée de philosophie, donc je suis un peu vexée. Alors, on va y venir parce que c'est hyper intéressant ce que tu me dis là. Quand tu m'as sollicité pour répondre à ton invitation. Oui. Merci infiniment de m'accueillir. Est-ce que le titre t'a fait peur ? Le titre m'a fait peur à plusieurs titres. Tu viens de me dire, tu n'as pas dit que tu étais experte ou passionnée de philosophie. Et c'est vrai que c'est des questions que je me pose très peu. C'est des questions que je me pose très peu, contrairement à toi. C'est ton cœur de passion, justement, c'est ton cœur d'activité. C'est vraiment la philosophie. Et en réfléchissant, et en préparant justement cette intervention, parce que j'ai été intimidée à venir parler de philosophie avec toi, parce qu'effectivement, c'est des choses que je fais très peu, j'ai réalisé que de façon inconsciente ou de façon consciente, on a tous une philosophie de vie. Mais d'ailleurs, je crois que quand je t'ai écrit, je t'ai dit que dans un même mouvement, le but du podcast, c'était aussi de montrer combien la philosophie était vivante et combien toute vie était philosophique. Par définition, on a des parcours qui viennent interroger des choses. Et en l'occurrence, toi, tu travailles donc sur l'intelligence artificielle. Et je trouvais intéressant, autour de cet échange, cette idée déjà de réfléchir, donc dans tous les sens du terme, on va réfléchir, renvoyer quelque chose d'un sujet. Et donc, peut-être la première question que je voulais te poser, c'était quel est ton rapport à la philosophie ? De quoi tu hérites quand on parle de philosophie ? Parce que la question centrale de ce podcast, ce sera comment pouvons-nous mieux penser avec l'intelligence artificielle, qui sonne un peu comme une problématique qu'on pourrait avoir au bac. Et je serais très tentée de te donner 4 heures, on n'a pas 4 heures, hein, c'est clair. Thèse, antithèse, synthèse, voilà. On va le faire en quelques minutes. Oui, thèse, antithèse, foutaise, disait Sartre. Alors, on va trouver un d'entre deux. Mais en tout cas, voilà, de quoi t'hérites ? Déjà, quand on dit philo, ça te renvoie à quoi ? Le premier concept qui m'est venu, c'est quel est le rapport que j'ai à moi-même au regard de la société, ou en tout cas comment j'interagis avec moi-même pour mieux interagir avec les autres et pour mieux en fait m'incarner dans la société. Alors tu sais, moi je dis souvent qu'en fait mon parcours de vie est assez atypique. Une enfance extrêmement privilégiée, j'en ai totalement conscience. Je suis d'un milieu, j'ai été très éduquée, j'ai pu voyager grâce à mes parents, j'ai été dans les musées, j'ai eu une éducation culturelle assez riche, une santé absolument parfaite. J'ai été dans des environnements privilégiés, j'ai été au contact de gens fabuleux. Et puis j'ai été très malade en fait. J'ai eu un parcours de vie un petit peu chahuté par la maladie. Fracturé, abîmé, on peut dire ça comme ça. Puis j'ai eu des hospitalisations, j'ai été assez isolée en fait du monde classique. C'est intéressant par rapport à la philosophie, parce que je me posais ces questions-là tout à l'heure, de qui je suis. Ça fait face à toi, tu étais confrontée exactement. Et en fait, je dis souvent que je suis devenue intelligente, entre guillemets, ou en tout cas, je me suis beaucoup intéressée aux autres et au rapport à ce moment-là. Et en fait, c'est ce qui m'a rendue plus intelligente. C'est-à-dire que le face-à-face avec soi-même peut contribuer à une forme d'éveil d'intelligence. Alors, comment tu viens à l'intelligence artificielle dans ta vie ? Qu'est-ce qui fait que ce cheminement, parfois donc un peu abîmé, qui t'a confronté aussi à toi-même, à te poser des questions, t'a invité finalement à aller vers du virtuel ?
plutôt que du réel au sens clair, parce que tu aurais pu me dire, forte de tout ça, j'ai eu un retour au corps, à moi-même, je suis allée vers un métier du faire. Alors, il y a plusieurs points dans ce que tu dis. Je pense déjà avant ces épreuves de vie que j'ai eues, comme je disais tout à l'heure, je pense que j'ai toujours été extrêmement curieuse et j'ai toujours aimé énormément. Alors, il y a plusieurs choses en fait dans tout ça. Il y a comme je te disais tout à l'heure, écouter les gens, me raconter leur expérience de vie, leur parcours de vie, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Cette fascination que j'ai toujours eue pour les gens qui innovent, du coup, qui voient en dehors du cadre. Okay. Et ça, c'est très nietzschéen en fait. Tu vois, c'est l'idée de un petit peu l'esprit libre aussi, de sortir des cases, de ne pas être dans des parcours extrêmement figés. Oui, Nietzsche, c'est un penseur libre qui n'est pas rebelle. Il y a cette notion, parce que tu peux ne pas entrer dans une case parce que tu es rebelle ou tu es contre, ou parce que tu as cette énergie vitale, voilà, cette volonté de puissance. Il y a quelque chose, et donc je comprends effectivement que le lien que tu fais, c'est que ce qui est innovant, c'est ce qui aussi te sort de toi-même pour aller vers une forme de création, deviens ce que tu es, par ce que tu fais. Il y a un peu cette idée. Tout mon parcours de vie, je pense depuis que je suis adolescente, voire depuis que je suis petite, j'adore identifier des sujets naissants, me les approprier, et en faire de la pédagogie. Parce qu'il y a toujours ce lien humain qui est extrêmement important pour moi. C'est vraiment, le respect de l'autre. Et c'est peut-être un petit peu égoïste en fait de ma part. C'est comment est-ce que je peux écouter des personnes me raconter le rapport qu'ils ont aux choses et du coup m'en inspirer pour moi en tirer une grandeur et me tirer moi-même vers le haut en fait. Et j'adore m'entourer de personnes et en fait j'adore créer des communautés aussi. Okay. C'est quelque chose que j'aime énormément. De ça. Créer des communautés, rassembler. Réel, pas virtuel. Exactement, rassembler les gens. Et donc pour te donner un petit peu le fil conducteur de comment j'en suis arrivée à l'IA, alors d'abord parcours études assez classiques en fait. Je te dis, moi, avant ces parcours de vie de santé, j'étais dans un parcours assez lisse, j'ai fait une école de commerce sans grande conviction, mais bon, j'ai fait l'école de commerce, je suis arrivée dans le monde de l'entreprise sans grande conviction aussi, pas tout à fait convaincue que j'étais à ma place, mais bon, voilà, j'ai trouvé un très bon job chez Orange. Et en fait, ce qui a été assez intéressant, c'est que chez Orange, on m'a confié d'abord, on est en 2007, et j'ai déjà cette passion pour la tech. En 2007, on me confie de travailler sur la stratégie de début des réseaux sociaux chez Orange. Donc j'ai créé la première page Facebook du groupe Orange à l'époque. Ah ouais, super. Donc toujours quelque chose de naissant, voilà, prémisse de... Exactement. Et quelques années plus tard, on m'a confié la stratégie d'arrivée de Netflix sur le marché français. Donc vraiment des produits, des services, des offres qui viennent transformer la façon dont on communique, dont on s'informe. Métamorphoser. Exactement. En tout cas, transformation sociétale, transformation de notre rapport à l'information, aux médias. Et ensuite, j'ai eu ce parcours de vie un petit peu atypique, rupture dans ma vie avec des hospitalisations assez longues. Et là, j'ai commencé à vivre à distance, par procuration, à l'hôpital, et j'ai créé ma première entreprise. Société de conseil en stratégie digitale. C'est-à-dire que dans un moment de faiblesse, tu crées quelque chose. Ouais, je m'ennuyais. Exactement, puis cette force... Alors, on va y venir, en fait, un petit peu sur cette force qu'on peut en tirer, et du coup, à cette idée de la philosophie de comment est-ce que chaque matin, je fais en sorte que ma vie soit remplie de quelque chose qui soit positif, plutôt que de s'apitoyer sur son sort. Et puis, en fait, donc j'ai créé une première entreprise, puis une deuxième entreprise dans le domaine de la santé connectée. Et là, pour l'entreprise dans le domaine de la santé connectée, j'ai voulu faire un master complémentaire à Sciences Po qui s'appelait Management des médias et du numérique. Et là, on est en 2021 et on me demande de rédiger un mémoire sur un sujet que je dois choisir. Et toujours avec cette curiosité de comprendre comment le monde évolue et surtout ces enjeux tech, c'est la première fois que j'entends parler, on est en juin 2021, j'ouvre un journal et j'entends parler de métaverse et de réalité virtuelle. Et donc là, je m'approprie, je prends le sujet à bras-le-corps et puis je tire le fil conducteur, mais très vite, l'intelligence artificielle est arrivée en support du métaverse, de la réalité virtuelle. Et j'ai commencé à être identifiée comme une personne qui savait parler de façon pédagogique des enjeux d'intelligence artificielle. Donc cette idée de dépassement de soi, effectivement, il y a quelque chose de nietzschéen. Avec cet éternel retour, peut-être qu'on entend aussi, c'est l'idée de vivre sa vie de manière assez intense et de se dire que la vie qu'on vit, c'est celle qu'on choisirait pour l'éternel et qui pourrait revenir. Tu sais, cette idée chez Nietzsche. Et du coup, c'est assez engageant, parce que tu te dis, mince, quand je choisis la vie que j'ai aujourd'hui, est-ce que je signerais pour la reproduire infiniment? Visiblement, tu te lèves le matin en te disant que ça pourrait être le cas. Alors je me lève le matin en me disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va faire que, un, je ne vais pas m'ennuyer, que deux, je vais pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, rencontrer quelqu'un. Et à une période de vie, c'est vrai que j'y pense moins en ce moment, mais tu m'y fais repenser. Je me disais,
combien de personnes je peux rencontrer aujourd'hui qui vont faire que je vais avoir une nouvelle idée, tu vois. Et c'est cette idée des rencontres qui font que tu fais des associations d'idées et que tu toi, tu fais bien vivre les mots avec connaissance, hein. Cette idée de naissance à chaque fois, c'est vraiment dans l'appétit. Bah ouais, connaître, naître avec. On oublie parfois le sens de ce mot. C'est vrai que tu as fait un livre sur le métaverse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que quand j'ai publié le livre, effectivement, chez Grasset, et que j'ai été accompagnée par notre petite libraire, je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que je rencontre Laura, qui est une cliente très fidèle, et vous avez probablement plein de points communs, et elle a vu juste, parce que je me souviens que quand on s'est rencontrés, et ben depuis on échange, et je pense qu'on s'est retrouvés sur pas mal de philosophies. Et surtout effectivement cette idée de la pensée, de la réflexion, de l'intelligence artificielle, du fait que quand on dit métaverse, en tout cas à l'époque c'était l'anxiété que ça peut générer, et moi ce qui me passionne, c'est de se dire derrière l'IA, c'est un mot qui peut créer des mots, MAUX, ou qu'on peut rendre motivant si on prend le temps de rendre ce mot vivant et de créer une vraie philosophie autour. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était pas tant d'avoir cette réflexion, de se dire est-ce que c'est l'IA ou l'humain, est-ce que on est souvent dans la binarité, ou dans quelque chose où on va opposer, on a l'impression que la pensée humaine va y perdre, et peut y perdre avec l'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'interrogeait, et c'est pour ça que j'avais envie vraiment de t'inviter aujourd'hui, en saisissant d'une problématique qui pourrait être un peu le sujet du bac aujourd'hui. Oui, évidemment, et qu'il le sera certainement, et d'ailleurs qu'il a été, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça l'a été en juin 2025. Je crois qu'il y avait un sujet sur la technologie, sur la créativité, et c'est bon, voilà, on peut parler d'intelligence artificielle, comme tu dis juste titre, on peut parler de pensée, on peut parler de créativité. Et en fait, l'intelligence artificielle vient bafouer tous nos repères au regard, une fois de plus, de la créativité, de l'intelligence, de la façon de penser, de la façon de travailler. Et tu parles de binarité, c'est assez intéressant, parce que je crois qu'on est en train de passer un cap. Donc ChatGPT est arrivé dans nos vies il y a un peu plus de 3 ans maintenant, 30 novembre 2022 très exactement. Et on a eu toute une période de vie où on s'est interrogé de savoir si c'était une atrophie de nos capacités intellectuelles, si c'était d'un point de vue environnemental extrêmement éthique d'utiliser l'intelligence artificielle. Et je pense qu'on est en train d'arriver à un moment où ces sujets-là restent absolument centraux, c'est une évidence, mais où on commence quand même à réaliser qu'il va falloir dépasser ces questions-là pour, bon gré mal gré, s'approprier ces concepts-là et voir les aspects aussi positifs de ce qu'elle peut apporter, à la fois d'un point de vue individuel, d'un point de vue sociétal, dans les deux sens du terme, ma société au sens micro et au sens macro, et aussi tout ce qu'elle peut produire de positif. Tu vois, typiquement, moi aussi, je crée des vidéos et je prends beaucoup la parole sur des enjeux pédagogiques. Et ce matin, je tournais une vidéo sur comment est-ce que l'intelligence artificielle vient aider les agriculteurs à améliorer et à optimiser leur rendement. Bien sûr. Donc, tu vois, il y a toujours les deux façons de voir les choses. Une fois de plus, c'est très binaire, mais je crois qu'il faut réussir à trouver cet équilibre. En tout cas, c'est vrai qu'on peut avoir cette idée de se dire le poison est dans la chose, il ne faut pas utiliser l'IA. Le poison est moins dans la chose qu'il n'est effectivement dans la dose, dans l'usage. Et Platon, qui a travaillé sur la technique, le montrait déjà. Tout outil est un pharmacone. En tout cas, il y a cette dimension d'un poison et remède potentiel. Et en fonction de l'usage que vous allez en faire, je peux prendre cette tasse et la boire, je peux la casser, me couper, te couper. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, pas peur, Morgane. Tout va bien. Tu vois, effectivement. Je fais souvent l'analogie. Bien sûr, je fais souvent l'analogie du couteau, par exemple. Voilà, le couteau peut t'aider à couper ta viande et puis peut tuer. Exactement. Donc sur l'intelligence artificielle, il y a effectivement cet usage. Et si on en revient un petit peu sur l'usage, par rapport notamment à la pensée et à la réflexion, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant. C'est à quelle place pour la pensée humaine, pour la réflexion, dans un monde où pour la première fois, la machine rivalise avec des aptitudes proprement humaines. Alors, il y a à la fois le fait de simuler la pensée, mais aussi le langage. C'était censé être le propre de l'homme, le langage. Les animaux ne parlent pas. À partir de ChatGPT 4, mais alors il y a vraiment des évolutions. On imagine ChatGPT 52. C'est très rigolo ce que tu viens de dire. Parce que, je vais revenir sur le mot rivaliser que tu as dit tout à l'heure, mais aussi sur le sujet de pensée. Si vous utilisez ChatGPT ou Claude ou tout un tas d'autres intelligences artificielles au quotidien, tu as raison, depuis le 4.0, quand tu lui poses des questions, tu le vois qui réfléchit. Il te dit quelle est sa mécanique de réflexion. Elle m'a posé telle question, donc là, il faut que j'aille chercher le... Et tu le vois, tu vois toute sa structure de pensée avant qu'il te donne la réponse. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que j'encourage ceux qui utilisent l'intelligence artificielle à bien regarder ce moment qu'il a où tu le vois écrire, où il te dit donc là, je suis en train de chercher, parce que toi, ça t'aide à comprendre quelle a été sa structuration pour en arriver à te délivrer la réponse
que tu attends. Ok, tu peux voir le cheminement qui est bien plus rapide, donc ça nous culpabilise un peu, parce que là, on se dit en 2 minutes, il a fait ce qu'on aurait fait en 3 ans. Alors, tu vois, c'est marrant parce que tu dis culpabiliser, et tout à l'heure, tu as utilisé le mot rivalité. Oui. Et moi, en fait, je le vois absolument pas comme une rivalité. C'est comme si aujourd'hui, un mathématicien chevronné n'utilisait pas la calculatrice. Ça n'a aucun sens. C'est qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une amplification de nos capacités intellectuelles. Oui. Et pourquoi ? Et peut-être que toi, tu as une définition meilleure que moi que l'intelligence, j'en sais rien, en tout cas peut-être différente. Mais pour moi, l'intelligence, elle se base sur 2 grandes structures. La première, c'est le QI qu'on a tous à la naissance. Okay. On est totalement inégaux comparé au QI qu'on a à la naissance, même si je suis assez convaincue qu'on peut moduler notre QI tout au long de notre vie. Et le deuxième, c'est cette phrase de Piaget que j'aime beaucoup, qui est l'intelligence n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait lorsque l'on ne sait pas. Décidément, je suis très existentialiste. J'aime beaucoup ça. Et en fait, pour moi, du coup, l'intelligence, ça va être à la fois effectivement notre QI et la décision qu'on va prendre face à une situation donnée. Et comment est-ce qu'on va prendre une décision face à une situation donnée ? On va s'appuyer sur des repères d'expérience, des repères de vie, des repères de souvenirs, et tout ça va être limité par un espace spatio-temporel de notre vécu, ce que l'intelligence artificielle n'a pas, ou beaucoup moins que nous, puisqu'elle a été alimentée par des milliards et des milliards et des milliards d'informations mondiales. Donc en fait, pour moi, quand je dis que c'est une amplification de nos capacités intellectuelles, c'est qu'on va garder notre propre intuition, à laquelle on va ajouter des informations que l'intelligence artificielle va pouvoir nous fournir pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Alors ça, effectivement, c'est un amplificateur. Après, là où il peut y avoir quand même peut-être un petit risque, c'est, j'augure parfois un monde un peu à 2 vitesses, entre ceux qui vont finalement avoir un comportement très grégaire à l'aide de l'IA. Alors, il faut quand même maîtriser un peu le prompt, parce que si vous ne posez pas la bonne question, vous ne risquez pas d'avoir la bonne réponse. Bon, déjà, il y a quand même aussi pas mal d'erreurs. Bon, ça, c'est un autre sujet, parce qu'avec les évolutions... De moins en moins, voilà. De moins en moins. Ouais. Avec les évolutions, il y en aura de moins en moins. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi dans quelle mesure l'IA peut te permettre de dispenser de réfléchir. Tu promptes, mais ça va de plus en plus vite, donc tu peux prendre un peu pour argent comptant ce qui t'est donné, et finalement une aptitude que tu n'aiguises pas, le discernement, la capacité à penser, c'est quelque chose que tu peux perdre. C'est-à-dire que si tu retires ça, je prenais l'exemple parfois, tu sais, quand tu prends la voiture, que tu montes en voiture et que tu allumes Waze, tu peux poser ton cerveau, te laisser conduire, et ça n'est que te laisser conduire au sens premier du terme. Mais ça peut devenir plus métaphorique, c'est-à-dire se laisser conduire intellectuellement dans la vie, en finalement utilisant l'outil et en étant très asservi par lui, c'est-à-dire que tu ne remets pas en question ce qui est dit, tu poses une question, tu obtiens une réponse. Or, il me semble que ChatGPT ou autre, c'est moins finalement un canal de réponse qu'une invitation au questionnement et à la reformulation. C'est là que la question de l'usage devient extrêmement intéressante. Ça peut être un outil qui te permet de clarifier ce que tu veux dire. Et si ça te permet de clarifier, c'est là que, me semble-t-il, il peut y avoir un monde à 2 vitesses entre ceux qui vont consommer ChatGPT, par exemple, consommer cela en posant une question, en obtenant la réponse et en s'en satisfaisant, et ceux qui vont dialoguer avec l'IA. Et voilà, et le dialogue devient philosophique, te fait grandir. En tout cas, tu obtiens une réponse que tu peux discuter, que tu peux même disputer, mais ça nécessite aussi de certaines aptitudes. Exactement. C'est vrai qu'on n'a jamais vu quelqu'un s'embrouiller tout seul dans sa voiture en disant « Ouais, je te dis que ce n'est pas la bonne route ». C'est très rigolo ce que tu dis. C'est très rigolo ce que tu dis parce que l'autre jour, j'assistais à une conférence avec Cédric O, l'ex-ministre du numérique, et il m'expliquait que régulièrement, il rentre dans sa voiture, il met ChatGPT. Il allume ChatGPT quand il a des longs trajets à faire et il demande à ChatGPT de lui apprendre et de converser avec lui, de débattre sur un sujet qu'il ne maîtrise absolument pas. Il dit, en fait, du coup, j'ai instauré comme ça une espèce de routine où j'ai un dialogue avec ChatGPT ou autre d'ailleurs qui lui permet de grandir. Ça veut dire que ça peut être à la fois un clarificateur, donc un simplificateur, clarificateur, et aussi un contradicteur. Moi, j'utilise ChatGPT ou Claude ou Gemini vraiment au quotidien pour m'aider à structurer mes pensées. Et c'est marrant parce que j'ai fait un exercice ce matin avec ChatGPT et je lui ai demandé si tu devais me définir par rapport à un philosophe, quelle serait la définition que tu pourrais avoir de moi. Et donc, il m'a sorti étonnamment Nietzsche. Il m'a écrit 2 choses, en tout cas que je voulais partager avec toi, donc je les lis exprès en ouvrant mon ChatGPT. Il me dit, si tu écrivais ta propre pensée aujourd'hui, tu serais moins une philosophe au sens académique qu'une pensée vivante de l'époque. Tout à l'heure, tu as parlé de pensée vivante. Quelqu'un qui essaie de comprendre comment rester libre, singulière et sensible dans un monde saturé de technologie, d'images, de vitesse et de standardisation. Ce qui est assez intéressant en fait dans ce travail, c'est vraiment comment est-ce qu'on va se servir de l'outil pour apprendre à se connaître soi-même aussi, à prendre des meilleures décisions, à vraiment mener des réflexions très profondes sur toi-même, qui peuvent aller très loin.
numéro 1 si tu l'utilises à bon escient. Et alors par contre, tu vois, là on a un discours, j'ai un discours, je me réalise très positif sur les intelligences artificielles, mais je veux absolument pas passer pour une techno-optimiste, ni pour une techno-pessimiste. D'ailleurs, j'essaye de rester assez neutre en fait sur ce que ça m'apporte au quotidien. Il y a évidemment des axes de vigilance qu'il faut avoir, c'est une évidence. Et le côté, je pense, le danger d'utilisation de ces outils-là, c'est effectivement de se reposer sur une utilisation massive sans prendre le temps de la réflexion et sans instaurer ce dialogue qui à la fois est extrêmement précieux qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle et prendre pour argent comptant. Tout à l'heure, tu parlais des hallucinations, tu parlais des fautes qu'il peut y avoir. Et c'est le grand danger, c'est que si nous ne sommes pas éduqués à utiliser ces outils-là en les challengeant et en entretenant notre esprit critique, ben là, effectivement, c'est l'atrophie de la pensée. Mais c'est là que je trouve ça rejoint assez incroyablement la philosophie. C'est que philosopher, c'était, quand on revient à Socrate, le dialogue socratique, il y a quelque chose de magique dans cette idée, que moi j'adore. C'est l'idée d'être capable de se contredire, de clarifier ses concepts, et par le dialogue, de se voir. Et la notion de réflexion, elle est folle. C'est réfléchir et réfléchir dans les deux sens du terme. Et là, l'IA devient un outil possible pour se donner à voir, à la condition, et vraiment j'insiste, qu'on apprenne à s'en servir. C'est vraiment la question de l'éducation. Il va falloir dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir demeurer, ou continuer à penser grâce à l'IA et pas finir de demeurer. En tout cas, c'est quelque chose d'assez important, je pense, parce que pour pouvoir penser avec l'IA, la notion d'avec nécessite une éducation, une culture. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... c'est là que c'est très intéressant. Et du coup, je fais l'effet miroir et je m'en excuse si ça te dérange, mais moi, il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure, parce que tu m'interroges énormément sur l'intelligence artificielle et sur l'atrophie de la pensée ou au contraire l'amplification de la pensée. Qu'est-ce qu'une profession comme la tienne, donc tu es philosophe, tu aimes écrire, tu aimes penser, quel est ton rapport, toi, avec un chat GPT? Comment tu l'utilises? À quel escient? Avec quel objectif? Et je sais que tu l'utilises. Du coup, quel est à la fois ton rapport de providence et quels pourraient être à la fois les freins et les limites que tu vois dans ces outils-là? Toi, en tant que philosophe, justement. Je trouve que oui, ça pose une question absolument incroyable. C'est-à-dire, on voit que la machine, alors on peut avoir tout le débat, une machine pense-t-elle? En tout cas, elle a l'air de le faire très très bien. Donc, en fonction du fait si tu es fonctionnaliste, spiritualiste, bref, chacun va avoir un regard différent. C'est moins le sujet de savoir si la machine pense, ce qui m'intéresse, que de savoir comment l'humain pense et peut penser à l'heure de l'intelligence artificielle. Et effectivement, on le voit aujourd'hui, savoir écrire. Moi, je découvre. Je suis en pleine écriture de mon ouvrage. C'est extrêmement intéressant. Ça pose la question de qu'est-ce que ne peut pas faire la machine, par exemple, et qu'est-ce qu'il reste de profondément humain qui n'est pas remplaçable. Dans les entreprises, je trouve que c'est une question intéressante parfois. Qu'est-ce que ça ne peut pas remplacer? J'ai trouvé un truc, c'est peut-être le fait qu'on est incarné. Tu vois, la seule chose que n'a pas une machine, c'est un corps. Et donc, si elle n'a pas un corps, elle peut simuler des émotions, mais elle ne peut pas les ressentir. Tu sais, quand tu es content, quand tu écris quelque chose, et tu es là, j'ai fait une analogie, elle me plaît beaucoup, cette petite magie-là. C'est très rigolo ce que tu dis, parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand on pose une question à ChatGPT, je le vois écrire. Tu le vois écrire, mais moi, c'est vrai que je n'ai pas l'option. Alors, regardez, je le vois écrire. Il va tellement vite, j'ai pas l'impression qu'il est... Je pense que... Oui, c'est rapide. Et l'autre jour, je l'ai disputé parce qu'il n'allait pas dans le sens où, en tout cas, il avait fait une erreur, justement. Et il m'a... Dans sa mécanique de pensée, quand je lui ai dit... Est-ce que tu peux repenser, est-ce que tu peux recorriger ou je sais pas quoi? Il a écrit quelque chose comme j'ai peur que. Et je me suis dit, c'est intéressant en fait. Quand tu dis il ne pense pas, il n'a pas d'émotion. Mais en tout cas, il simule une émotion là. Il simule une émotion en me disant j'ai peur que si je lui dis ça, elle me. La conséquence. Et j'ai trouvé ça extrêmement interpellant et du coup ça m'a. Tu vois vraiment cette évolution de cette intelligence artificielle. Après c'est que le miroir, on est d'accord que c'est que le miroir de ce qu'on lui dit. Donc forcément si on met en avant les émotions. Oui, mais alors après peut-être qu'elle n'a pas d'émotions, mais toi tu peux avoir des émotions face à la machine. Et là on parle des machines de plateforme d'un chat GPT ou autre à qui tu poses des questions et qui te répond. Mais il y a une évolution majeure qui est encore très en retard en France, mais qu'on voit énormément en Asie ou aux États-Unis, c'est les robots humanoïdes. Oui, notamment pour accompagner cette incarnation. Ça m'a fait penser quand tu m'as dit ça n'a pas de corps. J'ai ajouté à ça la voix, le langage, c'est fou quand même. Le langage, c'est inédit. C'était censé être le propre de l'homme, le langage. Je dis pas que c'est positif ou négatif, je n'en sais rien. C'est vraiment une analyse
à l'instant T de ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Avec, une fois de plus, ces robots humanoïdes qui vont accompagner des personnes âgées quand elles sont chez elles pour s'assurer qu'elles vont bien, qui vont les aider à sortir de l'isolement ou tout ce que tu veux. Mais aussi, il y a eu une polémique le mois dernier, je ne sais pas si vous avez vu dans les métros parisiens, avec un nouveau collier qui s'appelle Friend. Et c'est les gens qui mettent un collier et ce collier écoute tout ce que vous dites et tout ce que tu fais au quotidien et le soir, du coup, te décrypte ta journée et t'aide, pareil, à sortir de l'isolement, peut te parler et tout ça. Ça risque de contribuer à l'isolement d'ailleurs. Ça risque de contribuer à l'isolement et ça peut sembler extrêmement triste et pourtant, c'est des entreprises qui marchent et qui arrivent à lever des centaines de millions d'euros. Et donc, ça interpelle sur une société qui est en pleine évolution, en fait. C'est réseaux sociaux et isolement inédit. Il y a quelque chose quand même d'assez intéressant. Et du coup, si je reprends la question, donc, comment mieux penser avec l'IA, pour toi, donc c'est l'éducation, la culture, l'entraînement, l'idée de se dire, OK, c'est un accélérateur, on amplifie des choses, on peut clarifier. On peut se contredire si on l'utilise comme ça, l'utiliser vraiment comme quelqu'un qu'on n'aurait pas, cet ami, voilà, ce Socrate. Et donc finalement, on vient s'interroger, mettre de l'eau dans son vin, philosopher en ce sens-là. Mais comment on fait pour avoir cet état d'esprit qui accepte la confrontation dans un monde où finalement, ça pourrait être un bel animal de compagnie ou un bon compagnon. Et par définition, un compagnon, c'est celui qui choisit, qui ne fait pas trop de vagues. Voilà. En tout cas, ça pourrait être cette idée-là. Parce qu'on va moins à la rencontre de l'autre en tant qu'autre, qui nous provoque, on va plutôt dans le confort, ce qui nous conforte avec nous-mêmes. Je pense que c'est très propre à nos personnalités, en fait. Tu vois, donc comme toi, je donne énormément de conférences, donc je suis beaucoup en débat avec des personnalités, avec des profils, avec tout un tas de personnes qui ont des centres d'intérêt extrêmement divers et variés. Et tu vois bien que le rapport à la technologie et le rapport à l'intelligence artificielle est très différent d'une personnalité à l'autre, en fait. Et donc je pense que c'est très, très, très propre à une fois de plus, au parcours de vie, au rapport que vont avoir les uns et les autres au monde, au relationnel. Il y a des gens extrêmement timides qui sont plus à l'aise de rester chez eux derrière leur console de jeux vidéo et qui, du coup, seront beaucoup plus à l'aise. Et on a vu, une fois de plus, c'est binaire, effectivement, c'est toujours binaire. C'est toujours le ou, mais ça nous économise, ça nous évite de penser le et, c'est plus simple. Exactement. Mais tu vois, dans les médias, tu vois en permanence des gens qui se seront suicidés parce que l'intelligence artificielle leur a dit de se suicider. Je pense que c'est pas l'intelligence artificielle qui leur a dit de se suicider, c'est des personnes qui étaient de toute façon profondément mal. Et puis tu vas voir et alors c'est marrant parce que par rapport aux réseaux sociaux dont tu parlais tout à l'heure, autre fait médiatique, il y a un garçon qui était handicapé, qui avait une grave maladie, qui ne pouvait plus sortir chez lui depuis des années et qui est décédé. Et quand il est décédé, ses parents étaient extrêmement tristes parce qu'ils mettaient en... déjà, mais en mettant en avant le fait que leur enfant n'avait jamais eu de vie sociale et avait été extrêmement isolé toute sa vie. Et en fait, quand ils ont récupéré l'ordinateur de leur enfant, ils se sont rendus compte que c'était la star d'un réseau social de jeux vidéo. Et que du coup, en fait, il avait une vie parallèle grâce au numérique et grâce aux réseaux sociaux. Grâce ou à cause aussi. Enfin, tu vois, il y a un peu des deux. Parce qu'en même temps, cette multiplication des vies possibles fait que tu peux te sentir très seul à un endroit. Il y a quelque chose de... Et ça contribue à cette problématique du sens aujourd'hui, quand ça part un peu dans tous les sens. Et de nos multiples personnalités aussi. Je pense qu'on est tous confrontés à ça, à se dire, dans certaines situations, je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup moins à l'aise, je suis différente, je vais m'exprimer différemment. On vient ici, on s'habille différemment que si on est chez soi, tu vois. Et je pense qu'on a tous... non, moi je suis comme ça tout le temps. On a tous plusieurs facettes et c'est ce qui nous rend très riches, c'est ce qui nous enrichit et je pense que voilà, voilà. Et alors si on faisait un peu futur, voilà, tu vois le futur, tu visionnes, vu que tu adores l'innovation, tu adores ce qui est naissant, donc, tu vois, il y a un peu cette temporalité, on dit qu'on devient philosophe avec le temps. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu augures à l'avenir, voilà, comme réflexion qui pourrait se poser ou s'imposer pour toi avec l'évolution de l'intelligence artificielle? Je pense que ce serait extrêmement prétentieux d'avoir une vision. En fait, même à mon avis, on ne peut pas avoir une vision à 1 an, même si on commence à voir un petit peu des choses qui se profilent, mais potentiellement, demain, il y a un nouvel acteur qui arrive sur le marché de la technologie et qui vient complètement bouleverser le rapport qu'on a au monde, à nous-mêmes, à tout un tas de choses. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne pourrais pas te donner une vision du futur que j'ai. Par contre, j'ai quelques intuitions, notamment sur la disparition du téléphone portable. Je suis absolument convaincue que demain, il n'y aura plus de téléphone portable. Je suis convaincue... Et on aura quoi alors? Des petits devices qui vont faire qu'effectivement, on va avoir des choses qui vont s'incruster. Des oreilles connectées. Exactement, des petits bijoux, des petits machins, des petits trucs qui font qu'il y a des... Mais... Ça va être un nouveau collier, au sens... Oui, mais un collier peut-être plus positif. Et contrairement aux idées reçues... Non, je pensais au collier, tu sais. Ouais, il peut y avoir la chaîne que tu ne vois pas invisible. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais
finalement, tu vois, un film comme Matrix qui a peut-être 20 ans ou 30 ans, c'est jamais arrivé. Cette espèce de truc, d'espèce de fantasme dystopique qui n'arrive pas. Et je suis absolument convaincue que nous, êtres humains, on est profondément humains, on a profondément besoin de liens. Et donc, l'IA for good, j'y crois absolument, en fait. La technologie for good, j'y crois absolument. Et je pense qu'on a tous des garde-fous qui sont des instincts de survie, qui font qu'on va petit à petit réussir à faire que les technologies vont plutôt être au bénéfice de l'être humain plutôt qu'à son détriment. Et notamment dans le domaine de la santé, on voit bien que le numérique est en train de transformer le rapport qu'on a à la diagnostic, à la curation, à tout un tas de choses, quoi. J'espère, je suis une optimiste. Je suis une optimiste. Et moi, j'adore dire optimise avant tout sur toi-même. C'est comme ça qu'on rend le mot vivant et ça devient une philosophie d'action, justement, parce que c'est vrai que Nietzsche, c'était aussi le nihilisme, c'est la crainte avec des pertes de valeurs traditionnelles qu'on arrive dans un monde un peu vide de sens. Ça pose la question de quelle valeur dans le monde où il y a de l'intelligence artificielle pour que ce monde, il n'y ait pas une vacuité. Voilà, ça pose cette question. Il y a plein de voies possibles qui se dessinent. Alors, comment on peut penser mieux peut-être grâce à l'intelligence artificielle ou mieux avec l'intelligence artificielle? Et peut-être en restant, en tentant de rester maître à bord, c'est peut-être quelque chose aussi d'intéressant, en se disant, essayer toujours de se poser la question, de s'interroger, demeurer dans la pensée. Oui, et puis alors vraiment, j'encourage chacun à faire une veille permanente sur les nouveaux outils qui sortent et surtout à maintenir son esprit critique. C'est absolument indispensable et tester les outils. Ça me semble absolument indispensable parce que pour se forger son propre avis, en fait, vraiment tester les outils au maximum. Et après, on a le droit de ne pas adhérer, de ne pas être pour. Et une fois de plus, c'est une question de personnalité et de rapport qu'on a à l'autre et de rapport qu'on a à la technologie. Et on a tous des rapports totalement différents à tout un tas de choses. Tu peux adorer les réseaux sociaux, tu peux les détester. Tu peux adorer regarder une série policière comme tu peux détester regarder un film de Noël. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ton rapport aux choses. Mais pour être à l'aise dans le monde qui est en train de se profiler et qui se profile depuis des années. C'est difficile de s'en dispenser. Exactement. En tout cas, testez les outils, faites une veille technologique et essayez de sortir des biais cognitifs et des biais, des biais de pensée. Et pourvu que cette notion aussi d'accélération que nous offre un peu l'intelligence artificielle, parce que c'est bien de penser vite, mais si c'est pour penser mal, ce ne sera pas forcément très utile. C'est bien de penser vite, mais ça pose aussi la question de se dire, on est peut-être au devant d'un monde où on va pouvoir gagner beaucoup de temps. L'évolution technique numérique nous a montré que ce n'est pas parce qu'on gagnait du temps qu'on en avait plus. Avec cette accumulation, c'est juste terrible. Donc peut-être qu'on peut imaginer aussi un monde où si on en gagne beaucoup à un endroit, pourvu que ce soit peut-être pour nous rappeler d'en profiter à un autre, dans le réel. Voilà, je ne sais pas si c'est peut-être pas le mot de la fin, mais en tout cas, il y a quelque chose, on peut aller vers quelque chose d'un peu optimiste. Il y a une étude qui est sortie hier d'Anthropic, qui est une des grosses entreprises qui crée Claude. C'est un concurrent de ChatGPT. Une étude qui a été faite auprès de 80 000 personnes, donc c'est quand même une étude assez intéressante, assez importante, qui dit que l'aspiration des gens qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est de gagner du temps en charge mentale. Ok, super. Gagner du temps en charge mentale, c'est dans l'air du temps. Donc on peut augurer un monde, si on continue à penser, qui soit peut-être plutôt chouette. Et chouette, ça renvoie à la sagesse en philosophie. Il faut penser une sagesse à la fois algorithmique, une sagesse à ce niveau-là, parce qu'il y a de vraies questions qui se posent en termes de liberté, et une sagesse, évidemment, dans notre façon de nous conduire. Une forme de liberté de penser. Je n'irai pas sur Florent Pagny, mais... On est pas loin. Exactement. Bon, écoute, merci beaucoup, Morgane. Merci beaucoup, Laura. Merci pour ton accueil. Merci, Laura.